Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être la dernière interview de l'ACF Inspiréo. On est aujourd'hui avec Titouan, Bonjour. Loane Bonjour. et notre invitée, Madame Babin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du bien-être des réseaux sociaux sur la santé, le bien-être mental et des dépendances qui peuvent y découler. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Marion Babin. Donc, je suis coach en usage numérique, donc coach professionnel certifié. En fait, j'interviens à titre bénévole sur sollicitation. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre invitation. Donc, j'interviens notamment en collège auprès des classes de troisième et donc ponctuellement sur demande pour en faire de la sensibilisation aux usages numériques. Merci. D'accord. Et comment les réseaux sociaux influencent-ils notre bien-être mental? Alors, je serais plutôt tentée de répondre à la question en quoi, le numérique influence-t-il notre bien-être de façon plus large, hein, si c'est OK pour vous. J'ignore si, je vous parle de la pyramide de Maslow et des besoins fondamentaux. Ah oui. Est-ce que ça fait, écho, chez vous? En fait, cette pyramide, il est important de la définir puisque c'est la pyramide justement de nos besoins fondamentaux. Donc, elle se décline en différents niveaux. Et donc, le niveau de base qui va être les besoins physiologiques, donc à savoir manger, s'hydrater, dormir, etc. À un autre niveau, on va avoir le besoin de sécurité, donc avoir un toit hein, sous lequel dormir, se sentir en sécurité dans son environnement personnel, professionnel. Ensuite vient le besoin d'appartenance, appartenance à un groupe. Donc ensuite, je ferai le lien bien sûr avec le numérique hein, de tout cela. Donc l'appartenance à un groupe, donc faire partie d'une famille, avoir des amis. Le besoin d'estime ensuite. Donc pour se sentir bien, pour être vraiment heureux, eh bien on a besoin de se sentir écouté, valorisé dans notre vie de tous les jours. Et puis enfin vient le besoin d'accomplissement à donner un sens à notre vie, savoir quelle est notre mission, savoir ce qu'on a envie de réaliser. Et pour répondre donc à votre question, en quoi le numérique va-t-il avoir une influence sur ces différents niveaux de cette pyramide de Maslow? Eh bien, tout simplement, ça va se définir en deux temps. Le premier, justement, ça va être le temps passé sur les réseaux sociaux, sur les écrans hein, de façon plus globale. Et ensuite, eh bien, ça va aussi dépendre de ce que l'on fait sur ces écrans, quelle va être l'incidence, l'impact de nos actions sur les écrans et quelles répercussions ça va avoir sur notre bien-être. Donc, s'agissant du temps, on sait aujourd'hui qu'en moyenne, un Français va passer entre 5 heures, 5h30 par jour Ouais. sur les écrans. Donc c'est vraiment une moyenne, puisque là encore, il va falloir définir s'il s'agit du temps uniquement professionnel, de divertissement, la télé, enfin si on prend tout en compte là, hein, vraiment tous les écrans. Mais 5 heures, 5h30, c'est une bonne moyenne. Si on part du principe que on se lève le matin à 7 heures et qu'on se couche à peu près à 23 heures. Donc notre temps d'éveil est d'environ 16 heures. Si on rapporte le temps d'écran à notre temps d'éveil, ça veut dire qu'on consacre environ un tiers de notre journée aux écrans. D'accord? Si j'ai cette consommation numérique de l'âge de 10-12 ans à environ 70 ans, on va dire que sur une période de temps de 60 ans, un tiers, ça fait 20 ans. Ça veut dire que je vais consacrer 20 ans de ma vie les yeux rivés sur un écran, hein, puisque c'est un tiers. Ça veut dire qu'entre le moment où je me lève le matin et le moment où je me couche, je suis les yeux sur un écran tout le temps. Je me couche, je dors, le matin je me lève, je suis de nouveau sur mes écrans tout le temps. Donc comment je fais pour répondre à mes besoins fondamentaux quand je consacre autant de temps les yeux rivés sur un écran? Quelle incidence ça va avoir sur mon alimentation, mon sommeil, mon activité sportive, le temps de partage que je vais avoir avec mes proches, de vrai partage, les yeux dans les yeux, sur la curiosité que je pourrais avoir à découvrir de nouveaux environnements, de nouvelles activités qui pourraient être source d'accomplissement. Donc voilà, déjà, il y a vraiment ce temps passé. Et puis ensuite, comme je vous le disais simplement, eh bien, il va y avoir également l'incidence de nos actions sur le numérique. Et ça, on pourra en parler également après. Mais quand je vais consulter un réseau social, c'est jamais par hasard.
J'y vais parce que je suis soit en demande d'interaction avec d'autres, soit je suis en attente de réaction de la part d'autres personnes parce que j'ai fait un post ou autre. Donc c'est jamais gratuit en fait. Et ça va me parler aussi de moi et ça va nourrir ou pas mon estime de moi. Merci. Quels sont les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux pour vous? Alors, s'agissant des aspects positifs, bon, vous pourriez en parler, je pense mieux que moi, hein. Ça va être, la relation aux autres, hein, le fait de pouvoir, être en contact permanent avec sa communauté, avec ses amis plus ou moins proches. Aujourd'hui, c'est un formidable outil de communication. Il est difficile de se sentir seul grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est un des points, positifs. Mais en fait, ça va vraiment dépendre de la maîtrise que l'on va avoir justement de cette utilisation. C'est-à-dire que, si je suis sur les réseaux, si je décide d'y être en conscience, pourquoi j'y vais, combien de temps j'y passe et que c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui contrôle l'outil, alors effectivement, on pourra en avoir des effets positifs. A contrario, si je me laisse happer par les réseaux sociaux, si je décide d'être 6-8 heures dessus, j'en deviens esclave, je ne suis plus acteur, j'en deviens esclave. Et là, on est plus dans des aspects négatifs, puisque il va y avoir des effets délétères, et notamment il y a l'émergence de troubles, alors qui ne sont pas apparus avec les réseaux sociaux, mais qui se sont développés avec les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous parler de termes un petit peu barbares. Si je vous parle de nomophobie, est-ce que le nom vous dit quelque chose? Non, Oui, Personnellement, non. non plus. c'est la peur d'être sans son téléphone. Absolument, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est la no mobile phone phobia. Donc, ça peut être la peur de ne pas avoir son téléphone sur soi, de ne pas avoir de réseau, de ne plus avoir de batterie. Et en fait, ça va générer des symptômes, des sensations désagréables qui sont justement symptomatiques d'un usage, on va dire, non raisonnable des écrans. Je peux vous citer un autre trouble, par exemple, si je vous parle du FOMO. Non. C'est la peur de manquer quelque chose dans l'actualité. Bravo! Fear of missing out. Donc c'est effectivement ça, tout à fait, bravo. Vraiment, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc ça a été vraiment révélé par les réseaux sociaux, puisque si je ne suis pas présente lors d'un événement sur les réseaux, eh bien, ça peut générer chez moi de la frustration. Pendant que je suis coincée, je sais pas moi, à table, avec mes parents, à un anniversaire auquel j'aurais aimé ne pas être, et que pendant ce temps-là, il se passe autre chose sur les réseaux, eh ben, ça peut générer un mal-être. Et de la même façon, il peut également y avoir un autre trouble qui s'appelle, attention à vos oreilles, la tasagoraphobie. Alors, la Non. tasagoraphobie, Là, Mamadou? finalement, non. La tasagoraphobie, c'est la peur d'être oublié. Donc, quand je fais un post, j'attends des réactions. Donc, je vais régulièrement aller sur les réseaux pour m'assurer que j'ai un certain nombre de likes, de partages, de commentaires. Euh, et si, par exemple, j'ai l'habitude d'avoir, je sais pas moi, 500 likes sur un post et que du jour au lendemain, je n'ai plus que 50 likes, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir le sentiment que ma communauté m'oublie. Voilà. Merci. Est-ce que du coup je peux intervenir par rapport à ça? Est-ce que ça peut aussi jouer sur le comportement humain et le sommeil qu'on peut avoir? Alors, bien sûr, il peut y avoir une incidence, mais alors là, je ne parlerai évidemment que de mes propres connaissances, hein. Après, d'autres spécialistes du comportement pourront également apporter leur réponse. Euh, la question est large, la question est très vaste, hein, puisque là, on en arrive finalement à parler de la façon dont s'y prennent les grandes firmes du numérique pour avoir une emprise sur notre bien-être de façon, on va dire, secondaire, puisque elles veulent pas qu'on se sente, ces grandes firmes ne veulent pas qu'on se sente mal. Elles veulent juste qu'on reste connecté. Donc, il va y avoir effectivement une incidence, notamment sur le sommeil, puisque ce qu'elles veulent, c'est qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Donc, bah, forcément, on va s'endormir avec notre téléphone. Donc, on va avoir des troubles du sommeil. Si je vous parle de la sécrétion de mélatonine, Oui. Oui. voilà.
Donc, Non. en fait, la sécrétion de mélatonine, c'est un processus physiologique quand on va se coucher. En fait, elle est sécrétée pour faciliter notre endormissement. Sauf que les écrans, comme vous le savez, ça, pour le coup, je suis sûre que vous en avez entendu parler, émettent une lumière bleue qui fait que notre organisme pense qu'il est comme en plein jour. Donc vous, en fait, vous savez consciemment que c'est l'heure d'aller vous coucher, mais en fait, votre organisme ne capte pas ça. Lui, il est comme en plein jour. Donc ça va altérer votre endormissement et votre qualité de sommeil. Donc ça, c'est des répercussions qu'il peut y avoir. D'accord. Merci. On va passer à la troisième question. Quelles sont les principales sources de stress ou d'anxiété liées à l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, j'en définirai de deux sources. Donc, j'ai répondu en partie déjà à certaines d'entre elles. Donc, il y a ce que je qualifierais de source directe. Donc, l'attente de réaction. Par exemple, voilà, j'ai fait un post. Et puis, eh bien, je me rends compte que ma communauté ne répond pas de façon réactive. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Pourquoi ils ne répondent pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je me posais des questions. Ça peut être générateur de stress. Donc, ça va inciter à une consultation compulsive, parce que je vais y aller plusieurs fois dans la journée pour vérifier constamment si j'ai des réactions. Et ça peut générer après des sources de stress que je vais qualifier plutôt d'indirectes. On a parlé du manque de sommeil, ça en fait partie, mais également, alors un grand sujet en lien avec le numérique, c'est la sécrétion de dopamine. C'est-à-dire que je vais avoir, alors je ne parlerai pas ni d'addiction ni de dépendance ici, mais je vais vraiment avoir besoin d'avoir des réactions. Donc, je vais avoir besoin de sécréter de la dopamine d'une façon ou d'une autre pour me sentir bien de nouveau. Donc, je vais être en recherche de ça. Et enfin, ça peut aller jusqu'à la dégradation de la communication avec nos proches. Hein, puisque si je suis stressée, en attente de réaction, tout le temps sur les réseaux, eh bien, ça peut créer aussi une forme de rupture dans la communication avec les gens qui m'entourent. D'accord. Et du coup, suivi de ça, comment l'inconscient, est-ce qu'il peut jouer un rôle dans la dépendance vis-à-vis des réseaux? Alors ça, c'est la partie qui m'a fascinée le plus, puisque là, on parle directement des techniques de persuasion, donc des grandes firmes du numérique. Je me suis beaucoup intéressée à ça. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est de me dire, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas qu'une ou deux personnes qui soient arrivées sur ces écrans? C'est tout le monde et tout le temps. Donc, est-ce que, justement, l'inconscient ne nous amène pas à aller sur ces écrans? Et donc, la réponse que je peux vous apporter, alors elle tient, pour le coup, elle tient un certain nombre d'éléments, mais pour aller, on va dire, aux principaux, je peux vous citer notamment une des techniques de persuasion du numérique qui joue sur l'inconscient, ce qu'on appelle le nudge. Le nudge, est-ce que ça vous dit quelque chose? Euh, Non. Alors, en fait, c'est une technique d'intelligence artificielle qu'on va aussi appeler incitation douce. Un exemple concret que je peux vous donner, si vous êtes en recherche d'achat d'un livre en particulier, d'une référence en particulier, vous allez aller sur un site et là, sous la référence que vous recherchez, va être inscrit « Il ne reste plus que 3 exemplaires ». Ça vous est arrivé de voir ce genre de choses? Oui. Oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est une incitation douce pour vous dire « Hey, il faut réagir parce que tu risques de passer à côté. Donc, il faut que tu achètes ». Et en fait, ces nudges vont se servir de ce qu'on en appelle les biais cognitifs. Oui. Donc, les biais cognitifs, ça, c'est vraiment des éléments qu'il est important d'avoir à l'esprit, alors que ce soit pour le numérique ou même dans notre vie de tous les jours. En fait, les biais cognitifs, ce sont des raccourcis de pensée qui sont spontanés et inconscients et qui nous font interpréter les choses. Donc, un des biais cognitifs qui est utilisé par le numérique, c'est le biais de simple exposition. En fait, le biais de simple exposition nous pousse à accorder plus d'importance à ce qu'on voit 100 fois plutôt qu'à ce qu'on ne voit qu'une seule fois. Donc, plus en fait on voit une image, plus elle est répétée, plus en fait ce biais
eh bien, nous amène à retenir l'objet, le service en question, ce qui peut ainsi nous inciter à l'achat. Et en marketing, ils vont utiliser ce qu'on appelle le retargeting. Non plus. En fait, Je vois plutôt, je vois à peu près ce que c'est. le retargeting, en fait, c'est une technique de publicité ciblée dans laquelle les infos collectées sur l'utilisateur servent à identifier un produit ou un service pour lequel il a exprimé un intérêt. Et le but, en fait, de cette publicité ciblée, c'est de parvenir à ce qu'on appelle une conversion. La conversion, en fait, c'est une action attendue par un publicitaire, par un annonceur, de la part d'un visiteur sur un site web. Donc, soit vous inscrire à une newsletter, acheter un produit, acheter un service. Donc, je vous explique tout ça parce que on est vraiment là, pour le coup, sur la sphère inconsciente. C'est que ce qui nous pousse à avoir des actions soi-disant spontanées est le fruit d'un énorme travail en amont de la part d'ingénieurs, de psychologues, de médecins, de la Silicon Valley, des grandes firmes du numérique, pour pouvoir avoir un impact sur nos actions. Si vous voulez que je vous cite juste un autre biais cognitif, Ouais, pourquoi pas, Pourquoi pas. c'est ça mon pourrait être dada, intéressant. le biais de conformisme. Donc le biais de conformisme, c'est la tendance à penser à agir comme la majorité. Voilà. Donc à faire le mouton. J'allais le dire, bravo, tout à fait ça, à faire le mouton, tout à fait. Donc si tout le monde lève la main, bah, c'est sûrement que je lève la main aussi. Par contre, si personne ne la lève, bah, je ne vais pas la lever. Hein. Donc ça, c'est le biais de conformisme. Un autre biais, c'est le biais de négativité dont se servent énormément les Ah médias. oui, ouais, les médias. Mm. Surtout, ouais, les médias, la télé, ils parlent toujours de choses négatives parce que c'est ce qui nous fait le plus stresser. Et du coup, ça nous fait stresser et on va voir la suite et du coup, on est tout le temps dans Absolument. ça. C'est tout à fait ça. En fait, les individus sont davantage marqués par les expériences négatives que par les positives. Donc, les informations qui nous apportent un désagrément frappent davantage l'attention et sont mémorisées plus facilement et nous donnent envie eh bien, d'aller en chercher toujours d'autres. Donc, en fait, tout ça pour dire que nous sommes manipulés. Mais l'important, c'est d'en avoir conscience. S'agissant de l'inconscient, il y a également des modèles comportementaux qui ont été mis en place. Je peux vous citer le fameux C égale MAD, M-A-D, comme faux en français, mais C égale MAD pour comportement. Le comportement est égal à 3 choses: la motivation, plus l'aptitude à l'action, plus le déclencheur. Donc eux, pour avoir une incidence sur vos comportements, pour vous inciter à faire des choses, ils étudient tout ça. C'est-à-dire quelle va être votre motivation à l'achat, votre aptitude à l'achat, et ils vont trouver un déclencheur. Donc le déclencheur, ça peut être une notification, mais en amont, vous serez hyper motivé parce que vous aurez vu passer et repasser un article, et là, hop, ce sera pile le bon moment d'acheter parce que vous serez disponible et vous aurez envie d'acheter. Merci. Merci. Y a-t-il des schémas inconscients qui nous poussent à rechercher constamment des notifications, des likes ou des commentaires? Alors les schémas inconscients, alors je pourrais vous citer essentiellement le système de récompense lié à la sécrétion de dopamine. Euh, nous sommes des êtres qui sont en constante recherche de plaisir. Et là aussi, inconsciemment, on va chercher le moyen de, voilà, ça peut être à travers l'alimentation, à travers une série, peu importe quoi, mais on va rechercher à avoir accès à ce plaisir facile. Donc, quand on commence à sécréter de la dopamine, donc la dopamine, là aussi, est-ce que je peux vous demander si vous savez ce que c'est? Oui. C'est À ça. peu près. Oui, Ah, dis-toi. Non, en fait, je sais pas. Bah, du coup, je pourrais peut-être répondre à ça. La dopamine, c'est une... pas une hormone, mais quelque chose dans notre Si, si. cerveau Ouais, qui va nous pousser, enfin, qui va nous donner le plaisir qu'on demande
en quelque sorte, qui... C'est un neurotransmetteur, je crois. C'est comme Ouais, ça que ça se dit? ouais, ouais. Neurotransmetteur Oui, de la hormonaux, motivation. neurotransmetteurs, mais oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du plaisir, de la motivation. Donc là, effectivement, bah forcément, c'est inconscient. On se dit pas, tiens, si je sécrétais un petit peu de dopamine, mais pour le coup, on va être en recherche de ce qui va nous en faire sécréter. Et la recherche de likes, de notifications, ça en fait partie. Sauf que ça a un effet vraiment pervers, puisque en fait, ils ont utilisé le même système que les machines à sous, donc le système de récompense aléatoire. Donc en fait, quand vous allez, je ne sais pas si si vous avez déjà joué aux machines à sous, Ouais. principe non, hein. Non, mais dans des jeux Ouais, des virtuels, fausses. Ou la Voilà, fête foraine, à la des fois. rigueur. par exemple. Et bien dans ce cas-là, il y a des fois où vous gagnez et des fois où vous perdez. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a des fois où vous allez recevoir donc une notification. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne sais pas encore. Je vais aller regarder. Ah tiens, super. Là, ça me fait du bien, sécrétion de dopamine. Et puis une autre fois, j'aurai une autre notification. Mais en fait, ça va juste être une publicité lambda et ça va rien m'apporter du tout. Mais en fait, ils jouent là-dessus et c'est en lien aussi avec. Je vous donne plein d'infos, hein. Faudra bien dormir ce soir, faudra faire le tri. Mm. C'est en lien avec le réflexe de Pavlov. Le réflexe de Pavlov, alors je peux aussi vous demander si ça vous dit quelque chose. Non. Non, Non? Pas du Ok. tout. Euh, En fait, si j'image ça, c'est parti de l'expérience d'un maître avec son chien qui, en fait, donne à manger à son... Donc le maître donne à Ah manger oui, à en son fait, je chien. connais. Je Ah, connais l'expérience. ouais. Donc, en fait, je peux raconter? Oui, bien sûr. C'est un chien, c'est un maître qui va donner à manger à son chien. Puis le lendemain, il va faire sonner un sifflet pour lui dire que c'est l'heure de manger. Et puis, comme ça, le chien va comprendre que quand il entend le sifflet, c'est qu'il va manger. Et avant même de savoir qu'il va manger, donc en entendant le sifflet, il va sécréter de la dopamine. C'est exactement ça. En fait, le chien va associer le sifflet au fait de manger. Donc, dès qu'il va entendre le sifflet ou la cloche, peu importe, dans l'expérience, eh bien, il va commencer à sécréter de la dopamine sans même savoir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est exactement la même chose s'agissant des notifications. Dès que vous recevez une notification, vous commencez à sécréter de la dopamine sans même savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est une des techniques aussi qui est utilisée. Et si vous avez la possibilité, je vous engage vraiment, mais vraiment tous, à regarder sur Netflix un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui a été écrit et élaboré par des repentis de la Silicon Valley qui ont compris en fait que parmi ces personnes-là, il y a nombreux d'entre eux ont créé le bouton like, ont créé tout un tas en fait de subterfuges pour nous rendre accros et aujourd'hui sont conscients qu'ils ont créé un monstre et ils l'expriment vraiment comme ça. Donc derrière nos écrans de fumée sur Netflix, je vous invite vraiment tous à aller regarder ce reportage. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans le comportement humain ou plus précisément chez un adolescent? Alors effectivement, on y a répondu déjà en grande partie à travers justement cette sécrétion de dopamine. Euh, je suis extrêmement sensible au temps, au temps passé sur les réseaux, sur les écrans. Et si les réseaux sociaux ont vraiment une influence sur le comportement, c'est à travers justement, notamment ce temps passé. Euh, Est-ce que vous connaissez la différence entre un paquet de chips et TikTok? Oui. Oui. Non, il n'y en a pas tellement. Ah, Au final, le paquet de chips, bah, quand on en mangeait une, on en veut toujours une autre derrière. Et les vidéos TikTok, une fois qu'on a scrollé une fois, notre cerveau, il a un petit peu pris cette action de scroller pour continuer. Et puis, au final, j'ai vu un exemple récemment. Bah, au final, quand tu es aux toilettes et que tu es sur TikTok, bah, tu vas passer 3 fois plus de temps à être sur TikTok qu'au mieux d'à faire les choses physiologiques de la vie. en fait, tu perds la notion du temps. Mm. Tout à fait. Ça, c'est vrai pour tous les réseaux. Tu penses que tu vas y passer 5 minutes, 1 heure plus tard, tu y es toujours. Euh,
Dis-toi, Mamadou? La différence, moi, je pense que c'est que les paquets chips, on en veut encore, mais au bout d'un moment, c'est fini, alors que TikTok, c'est un scroll infini. Oui, Donc, il n'y a pas tout de à fait. limite. Mais toutes vos réponses sont effectivement juste pertinentes et complètes. Tout à fait. C'est ça. Et une chips, on va manger la première, mais on va avoir envie d'une autre, d'une autre, d'une autre. Et quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Le scroll infini, tu en as parlé, Lohan. Le scroll infini, c'est vraiment une des techniques les plus perverses encore hein, pour nous maintenir connectés, parce qu'en plus, via les algorithmes, eh bien, vous êtes toujours sur des sujets qui vous intéressent. Donc d'ailleurs, on n'a pas parlé des algorithmes. Hein. C'est aussi un des éléments essentiels s'agissant du numérique. Euh, Si vous avez, vous, des choses à m'exprimer s'agissant des algorithmes, est-ce que vous savez ce que c'est, en quoi ça consiste, à quoi ça sert? C'est quelque chose qui nous conseille, enfin qui nous met, enfin qui est sur les réseaux sociaux et qui nous conseille ce qu'on voudrait voir avec différents calculs que je ne connais pas, bien sûr. Ouais. Moi, j'aurais dit que ce serait une IA, mais qui se base sur beaucoup de données que l'application récupère, ou bien qu'elle récupère dans d'autres applications pour nous connaître et ensuite nous proposer ce qu'on pourrait aimer ou pas aimer. Un peu comme Tito en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et puis je pense que, par exemple, il y a aussi, je crois, c'est les cookies qui font en partie, qui sont moteurs des algorithmes qui, par exemple, je sais pas, on va sur un site de vélo, on va voir un vélo, et puis après, bah, on accepte les cookies parce qu'on nous le demande. Et au final, après, on va sur TikTok et puis on va voir des vidéos de vélo. Bah, je pense que c'est ouais, c'est un peu comme les autres, c'est ce qui ça va nous donner envie et puis on va être dans ça d'un coup sur tous nos réseaux. Ça va apparaître partout. Mm. Oui, c'est ça. En fait, plus les algorithmes vont connaître vos comportements, plus il est possible de conditionner les réponses aux stimuli numériques et de concevoir des plateformes qui vont vous rendre accro. La fameuse phrase, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc là aussi, en fait, les algorithmes vont tout capter. Ils vont capter vos données personnelles, d'accord, vos centres d'intérêt, mais ils vont aussi capter vos émotions. Aujourd'hui, il y a des techniques d'intelligence artificielle qui vont vraiment tout scanner. Quand vous mettez une photo en ligne, ils sont capables, à travers des tout petits signaux, de définir quelles sont vos réactions, même votre intonation, ce qu'on appelle le paraverbal dans votre voix. Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes content? Et donc, de vous envoyer certaines informations au moment propice, parce que c'est le moment où vous allez être plus susceptible d'y répondre. En fait, c'est aujourd'hui, on parle d'économie de l'attention. Notre attention, on peut penser qu'elle est infinie, il faut faire attention parce qu'elle est en train de fondre comme neige au soleil, mais notre capacité d'attention est monnayable. C'est aujourd'hui de l'or en barre pour les grandes firmes du numérique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les vidéos sont de plus en plus courtes. Parce que nous avons une quantité d'informations qui arrivent à notre cerveau de façon hyper rapide. Et du coup, pour nous maintenir stimulés, eh bien, ils mettent tout un tas de stratagèmes en place. S'agissant des algorithmes, en fait, je peux vous dire sur quoi ils travaillent, sur 3 points. Donc, en fait, ils travaillent sur l'engagement. L'engagement, c'est qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est la croissance. Vous devez inciter un maximum de vos amis à visiter la plateforme, à être présents. Et en 3, eh bien, c'est la publicité qui sert forcément à générer le maximum d'argent pendant que vous utilisez les services. Donc, en fait, il n'y a rien de gratuit. Quand on dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est que vous allez aller sur les réseaux pour vous faire plaisir, pour sécréter de la dopamine. Mais le prix à payer de ça, eh bien, c'est votre bien-être. Alors, je ne voudrais surtout pas diaboliser le numérique et dire qu'il ne faut pas y aller. D'ailleurs, j'ai mon téléphone portable juste à côté de moi.
je pense savoir l'utiliser à bon escient. Je dis bien je pense savoir. Euh, mais il faut vraiment être conscient de tout ce qui se joue, de tout ce qui se trame. Si vous permettez que je vous fasse, en lien avec votre question aussi, un dernier parallèle avec un philosophe qui s'appelle Étienne de la Boétie. Ça me dit rien. Ça ne vous dit rien? Non Non, plus. pas du Bon, en tout. même temps, il est mort depuis très très longtemps puisque c'est un philosophe du XVIe siècle, hein, donc il est né dans les années 1500 et quelques. Et pour la petite histoire, Étienne de la Boétie avait écrit, à l'époque il avait 16 ans, on ne sait pas trop, 16-18 ans, il avait écrit un discours qui s'appelle le discours de la servitude volontaire. Et que dit ce discours? Ce discours, il dit que pour qu'il y ait des dominants, il faut qu'il y ait des dominés. Vous me suivez jusque-là? Oui. Ouais, ouais. D'accord. Mais pour qu'il y ait justement des dominés, il faut un moyen d'exercer d'une façon ou d'une autre son pouvoir. Et Étienne de la Boétie avait trouvé qu'il y avait deux moyens, soit la force, c'est le cas des dictatures, d'accord, soit le divertissement. Ah, ça me fait penser à un livre que j'ai lu en troisième qui s'appelle Fahrenheit 451 Mhm. et dans lequel c'est un monde, on va dire, où il y a plus de livres et où il y a du divertissement partout. Et ça fait que la population peut voir qu'ils sont un peu débiles, ils réfléchissent pas et ils répètent la même chose tous les jours. Ils ont un peu une vie pareille, tous. Et puis, bah, c'est ça, voilà, l'histoire. Mais c'est exactement ça. Le parallèle est très bon. Je pourrais également vous citer un film, alors qui est un peu ancien, mais je pense que le réalisateur était visionnaire à l'époque, ça fait peur, mais le film s'appelle Idiocratie. Euh, voilà, donc je vous invite à le regarder parce que vous allez certainement sourire ou rire, mais vous allez rire jaune. C'est pas très rassurant. Mais si vous avez moyen d'y avoir accès, surtout, n'hésitez pas. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, en lien avec ce que je vous exprimais d'Étienne de la Boétie, on parle de servitude volontaire numérique. Les grandes firmes, aujourd'hui, se servent de vous, de moi, de nous, pour pouvoir s'enrichir. D'accord. Et du coup, est-ce que ça participe peut-être à notre société qui est quand même une société consommatrice, non? Tout à fait. Quelle serait notre vie si les réseaux sociaux, si le numérique n'existait pas? Ah, bien différente. Et même en troisième, on a aussi étudié le livre Ravage de René Barjavel qui justement dénonce ça. C'était pourtant un livre qu'il avait étudié, enfin qu'il avait écrit dans les années, je crois. 50, Ouais, 1950, 40. c'est ça. Et en fait, il a décrit une société, la société, je crois en 2040, il me Ouais, semble, Paris. me semble-t-il. Et au final, il pense que tout sera automatisé, tout robotisé. Et en fait, que nous, les humains, on sera juste là pour manger, dormir et, et être un peu esclave de, des grands, soit des grands gouvernants ou juste on est vraiment des petits toutous, des pions à laquelle on est utilisé, quoi. Alors, je vous remercie vraiment pour votre invitation parce que pour rebondir sur ce que tu dis, Lohan, euh, aujourd'hui, l'important, c'est vraiment d'être conscient. Juste déjà ça. Même si vous ne changez pas vos usages numériques les uns les autres, soyez conscient de vos usages numériques. Euh, on va certainement ensuite évoquer les moyens hein, d'être plus vigilant. Mais ce que j'aimerais que chacun entende là, tout de suite, maintenant, c'est que vous êtes tous, mais tous, euh, des pépites de créativité. Vous avez des ressources infinies, tous, mais que vous ne connaissez pas, que vous n'exploitez pas, parce qu'on ne vous permet pas d'aller à la rencontre de ces ressources. Et le monde de demain, il va avoir besoin de chacun d'entre vous, de vos idées, euh, de tout ce que vous êtes à même de pouvoir créer. Et si chaque jour, vous limitez, allez, admettons 10 minutes de moins par jour. 10 minutes de moins par jour, c'est quoi? C'est pas grand-chose. C'est sur une semaine,
eh bien, ça va vous faire gagner un peu plus d'une heure. Eh bien, cette heure-là, juste ça pour commencer, eh bien, mettez-la à profit pour, soit pour votre bien-être, pyramide de Maslow, prendre l'air, aller au contact des vrais gens, les yeux dans les yeux, ou vous intéresser à d'autres domaines, rien que ça. Mais c'est votre responsabilité. C'est notre responsabilité à tous. Je me suis rendu compte, et je peux en parler même à titre personnel, qu'il est très difficile de décider pour les autres. Aujourd'hui, euh, je vous fais prendre conscience de certaines choses. Comme je dis, je plante des graines, mais c'est votre responsabilité à vous, à vos parents, à nous tous, de choisir si je continue d'utiliser mes écrans comme je le fais, ou si je décide de prendre de la distance, mais ça demande un effort. Oui. Ça demande véritablement un effort et de la volonté. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont du mal à se détacher des réseaux sociaux, c'est de leur faute ou bien celle de ceux qui ont créé les réseaux sociaux, ou bien c'est un peu des deux? Alors ça va vous faire plaisir ce que je vais vous dire. Mon avis, c'est que les premiers qui sont responsables, ce sont eux au-dessus. On va les appeler maintenant les gamams. Alors c'est assez réducteur parce qu'il y a bien d'autres géants du numérique aujourd'hui, mais qu'il s'agisse de Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Airbnb, enfin bon, tous ces géants ont vraiment tout fait, mais tout fait pour pouvoir avoir une emprise. Donc finalement, bien sûr qu'on est responsable, mais nous, ça va nous demander un effort parce qu'ils ont su appuyer précisément sur les bons boutons. Merci. Merci. Et du coup, pour contrer ça un petit peu, quelles sont les méthodes pour prendre conscience de son utilisation des réseaux sociaux et peut-être reprendre même le contrôle sur sa vie, avoir peut-être une vie un peu plus saine, qui sait? Alors déjà, c'est savoir quel est le temps qu'on passe sur nos écrans et j'entends par là pas seulement sur, votre smartphone, mais vous passez aussi aujourd'hui beaucoup de temps sur, votre ordi, sur votre console, la télé peut-être un petit peu moins. Mais si on cumule le temps, hem, voilà, il faut vraiment pouvoir savoir combien de temps j'y passe. Autant il y a des informations qui sont très faciles d'accès sur votre smartphone, autant il y en a qui sont moins, mais qui sont bien présentes. Il faut juste savoir aller les chercher. Donc le temps d'écran, que ce soit sur, mince, oh, iPhone, j'ai pas comme quoi, iPhone ou sur Android, eh bien vous avez, dans les paramètres, accès à votre temps d'écran. Donc, d'ailleurs, je crois que sous Android, ça doit être dans bien-être numérique. Oui, c'est ça, exactement. Et là, une fois que vous avez accès à votre temps d'écran, d'abord, vous allez avoir peur, parce que probablement, vous vous rendrez compte que vous y passez beaucoup plus de temps que vous ne pensiez. Et puis, Oh, ça va, ouais. ah, allez, allez-y, Je suis en autour, live. Vas-y, chacun. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui. à 3h42. Ah ouais? La journée n'est pas finie. Ouais. C'est vrai Hier, que j'étais à 7h30, 7h30, 6h, 8h30. On était en cours? Et encore, ça va. Moi, je suis à 1h40. J'ai déjà fait du 22h, je crois. bon, ça va, je m'en sors bien. Je m'en sors avec 2h37 aujourd'hui. Et ça reste énorme, mais bon, c'est vrai que concernant à la semaine, je pense que ça peut être bien plus élevé. En moyenne par semaine, je fais oh là là, 16h48 de réseaux sociaux. 16h, de réseaux sociaux. Oui. Et est-ce Ah, que ça vous, va. est-ce que vous avez moyen de regarder le temps que vous y avez passé dimanche dernier ou samedi? Oui. Moi, par semaine, je fais juste 16h, mais que de jeux. Dimanche dernier, j'étais à. Alors, du coup, j'ai pas comment dire les choses exactes par application, mais en tout cas, j'étais à 4h52 d'écran Moi, dans la journée. 1h40. 8h30. Et cette semaine, j'ai été 58 heures sur mon téléphone. 58. C'est énorme. 58. 18h sur TikTok, 10h sur Instagram et 9h sur Ballstar. Et Titouan, est-ce que tu étais conscient d'y passer autant de temps? Ouais, à peu près, je pense. C'est ce que tu aurais dit? Ouais. Après, j'ai l'habitude, je regarde souvent. Ouais. Et ce temps-là, tu dis environ 60 heures, hein? Ouais. 60 heures, donc 60 heures, c'est
Allez, en moyenne, alors ça dépend entre la journée de cours et le week-end, parce que j'imagine que tu passes du coup plus de temps le week-end. Ouais, mais pas beaucoup plus. Parce que du coup, je change d'écran, je vais sur mon PC. Ah oui, Le donc là, en week-end. fait, il n'y a pas le temps en plus Non, de PC. D'accord. non. Donc peut-être devrions-nous poser la question différemment. Combien de temps de libre as-tu dans ta journée hors Je sais écran? pas. Euh, En vrai, bonne question, je sais pas. Mais vous voyez, c'est ça, c'est que c'est un très bon exercice que d'être conscient du temps qu'on y passe et comment, une fois que je sais, que j'ai l'information, comment je fais pour me limiter. Donc là aussi, les outils regorgent de moyens. On peut mettre des limites par application, soit dans les paramètres, soit sur l'application elle-même. Et ce ne sont généralement pas des limites bloquantes, c'est-à-dire que simplement vous allez être informé. Moi, il fut un temps où j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux. Je les ai conservés volontairement. J'ai Facebook, Instagram. Mais par contre, je me mets une limite et je me rends compte que bah, moins j'y vais, moins j'ai envie d'y aller. Et aujourd'hui, je peux checker 2 fois dans la semaine et je poste plus rien. Enfin, je me suis vraiment déshabituée de ces réseaux-là. Donc, si vous mettez une limite de temps, par exemple TikTok, Titouan, j'entends que tu y passes beaucoup de temps. Ouais. Qu'est-ce qui te paraîtrait raisonnable tous les jours? 2 heures, je sais bien. Je sais pas, c'est quand même beaucoup, mais 1 heure, 1h30. Après, en fait, le problème, c'est que j'irai moins pour qu'à un moment, j'irai plus, mais sur un long temps. Et après, quand je pourrai plus y aller, j'aurai une certaine frustration de, je sais pas, louper un TikTok qu'on m'a envoyé ou autre. FOMO. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Mm. Mais tout est question encore une fois, de conscience. Et si tu te dis que 2 heures pour toi, c'est raisonnable, eh bien déjà, mets-toi une limite à 2 heures. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas la dépasser, mais au moins, tu sauras quand tu y as passé 2 heures. Et après, ce sera libre à toi de te dire, bah, là, c'est OK pour moi, c'est bon, je passe à autre chose. Ou alors, c'est pas OK, et puis du coup, bah, je continue. Mais tu pourras pas te mentir à toi-même. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est vraiment de mettre un maximum de conscience et de se dire, bah, là, OK, bah, je fais une pause. Je dis pas que j'y retournerai pas tout à l'heure, mais par contre, là, je fais une pause, je pose mon téléphone et je fais complètement autre chose. Donc ça, ce sont des moyens, mettre des limites de temps. Après, à commencer par là, retirer un max de notifications. Retirez un max de vos notifications. Réflexe de Pavlov. Imaginez, vous êtes en cours. Votre téléphone n'est pas en mode avion. Vous recevez une notification, même si c'est en mode vibreur. C'est prouvé scientifiquement. Vous êtes concentré, vous êtes en cours. Le simple fait d'avoir une notification va vous sortir quelques microsecondes de votre concentration. Et on sait que pour retrouver le même niveau de concentration d'avant la notification, il faut 23 minutes. 23 minutes. J'ai beaucoup étudié ça parce que mon idée, c'était de travailler en entreprise pour augmenter la productivité des entreprises qui a drastiquement diminué à cause des outils numériques. Parce qu'on ne peut pas priver quelqu'un d'avoir son téléphone, sauf dans certaines entreprises, mais ça reste confidentiel. Et le simple fait d'avoir son téléphone à proximité fait que la productivité a nettement diminué. Donc, enlevez vos notifications. Quand vous êtes chez vous et que vous voulez vous concentrer, sortez votre téléphone de la pièce, mettez-le ailleurs. Juste ça. Ça, c'est prouvé aussi, hein, le fait de l'avoir à distance, ça aide énormément. Après, il y a tous les modes, hein, mode avion, mode concentration, Ouais. ça, vous pouvez aussi le paramétrer. Privilégiez les moments aussi de vrais échanges. Quand vous avez quelqu'un qui est présent chez vous, allez les voir, posez des questions, intéressez-vous aux gens qui sont autour de vous, ouvrez-vous. Voilà, donc évidemment, ça peut paraître basique, mais on se rend compte que plus on s'enferme, plus on se renferme, plus la communication est difficile. Et ça peut créer des tensions aussi. C'est dommage. Et puis retenez que le comportement nourrit le comportement. Ça, c'est une règle fondamentale. Le comportement nourrit le comportement. Donc plus je m'habitue, plus je vais m'habituer, plus je vais avoir besoin. Et même si ça passe par un moment difficile, le fait de se déshabituer peut générer de la frustration, mais au bout d'un moment, on va passer un cap et ce sera plus facile. En fait, c'est une question de seuil. Mais tout le monde peut le faire. Si vous le voulez, vous pouvez y arriver. Et puis posez-vous la question,
Pourquoi je le prends? Qu'est-ce que je recherche en regardant le nombre de réactions? Pourquoi j'ai besoin de voir ce nombre de réactions? Si je suis bien dans ma vie, si je me sens bien, j'ai pas besoin de ça pour me prouver ma valeur. Je sais ce que je vaux. Et vous savez ce que vous valez. Il faut juste que vous en ayez conscience. Vous n'avez pas besoin de ça. D'accord. Merci. On va peut-être passer à la question un petit peu fâcheuse, je pense pour les enfants. Comment les parents Ah, peuvent-ils aider leurs enfants à naviguer de manière saine dans le monde numérique et peut-être aussi à les sensibiliser au danger? Euh, alors là, je ne vais pas me faire d'amis, mais il faudrait déjà que les parents eux-mêmes soient conscients de leurs usages numériques. Et puis, je me mets dans l'eau, hein, vous savez, hein, ils sont tellement forts que moi, la première, hein, ce serait mentir que de dire que j'utilise mon téléphone très très peu. J'ai le sentiment, en tout cas, de l'utiliser trop. Et chaque parent est un exemple pour ses enfants. On ne peut pas dire à un enfant ne fais pas, n'utilise pas, si soi-même, on n'est pas en phase avec ça. Donc, il faut déjà que le parent soit complètement au fait de ses propres usages numériques, qu'il comprenne les enjeux et qu'il explique dès le plus jeune âge pourquoi il faut limiter son temps sur les écrans. Si le parent est à même de pouvoir le faire, bien sûr, mais après, il y a des associations, il y a tout un tas aujourd'hui de moyens hein, d'avoir recours à ces informations. Donc, c'est faire de la sensibilisation jeune et se dire que dès lors qu'on lâche un petit peu, on ne peut pas facilement revenir en arrière. Donc, si des parents laissent un téléphone portable dans les mains d'un enfant, j'ai envie de dire peu importe l'âge, mais aujourd'hui, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'en vois tous les jours hein, des enfants qui, à 2 ans, 3 ans, ont un téléphone dans les mains. Eh bien, vous avez un rôle. Si vous avez compris ça, allez les voir. Allez voir ses parents. Et simplement de façon très, très gentille, très calme. Parce que les parents ne savent pas. Il y a des parents aujourd'hui qui ne savent pas quels sont les risques pour les jeunes. Donc, juste dire, vous savez, derrière cet écran, il y a des ingénieurs qui font tout pour capter l'attention de l'enfant et qui feront tout pour qu'il ne lâche pas. Et là, si le parent prend le téléphone des mains de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? il pleure. L'enfant hurle, il pleure. Frustration. Frustration, voilà. Donc il faut vraiment accompagner. C'est pas anodin comme réaction. Euh, donc voilà, en fait, c'est beaucoup, beaucoup communiquer, c'est avoir recours aux associations si besoin. Il y a aussi, donc, je pense à l'association 36912 de Serge Tisseron, qui est un spécialiste en la matière, qui va expliquer en fait qu'à chaque âge, il y a des usages à respecter. Donc en temps d'écran, en contenu, etc. On peut parler de la règle du TCC. Temps, contenu, comportement. Combien de temps j'y passe, quel contenu je regarde et quel comportement j'ai avec ces outils. Merci. Merci. Pensez-vous qu'il devrait y avoir des réglementations du gouvernement pour limiter l'accès à l'utilisation des réseaux sociaux et de la technologie numérique de manière générale, comme avec ce qui se passe aux États-Unis pour TikTok? Alors, s'agissant de ce qui se passe aux États-Unis pour TikTok, alors là, on rentre plus dans une sphère politique, donc j'éviterai d'aller sur ce terrain-là. Mais ce que je sais, c'est qu'en Chine, notamment, Oui. TikTok est limité à 40 minutes par jour chez les moins de 14 ans. Donc ça, c'est le temps. Et le contenu, c'est uniquement du scientifique, des visites de musées. Ça n'a rien à voir avec notre TikTok ici. Donc, pour répondre à ta question, Mamadou, oui, clairement. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça n'est. Enfin, si, disons que je sais. Je sais pourquoi ils ne le font pas. Parce que derrière, c'est aussi une question de gros sous. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, c'est un vrai business. Mais ça génère chez moi une forme de colère, puisque on voit les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Et il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir. Le gouvernement a mis en place un plan contre les addictions, dont le numérique fait partie. On en entend parler, mais en pratique, on voit toujours autant de personnes sur le téléphone, tout le temps, partout, à tout moment. Mm.
Oui, tout à fait. En plus, même on peut dire en quelque sorte que le gouvernement aussi incite les jeunes à rester quand même un petit peu sur les réseaux sociaux, comme Gabriel Attal qui se met sur BeReal, Emmanuel Macron sur TikTok, ce genre de choses. C'est vrai que Après, c'est quand même récurrent. après, je pense pas qu'ils veulent que les jeunes restent. Je pense que c'est plutôt pour communiquer et essayer d'être plus proche des jeunes, je pense. Alors, chacun peut en faire la lecture qu'il a envie d'en faire. Mais si on regarde, alors c'est important que le gouvernement sache ce qu'est un réseau social, donc qu'il soit présent d'une certaine façon. Mais c'est aussi important de montrer l'exemple. C'est ce qu'on disait entre les parents et les enfants. Donc c'est une chose d'être présent. Après, s'agissant de la communication, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Chez les plus jeunes, chez vous, adolescents, qui êtes dans une phase de construction où vous avez besoin, et ça c'est normal, tous les adolescents passent par ça, vous avez un besoin de validation, donc vous êtes en fait la cible privilégiée de ces grandes firmes du numérique. Et vous êtes les adultes de demain. Donc c'est en ça que vous, particulièrement, il est urgent de prendre conscience de ce qui se joue pour ne pas rentrer et alimenter ce système. Selon vous, comment évoluera le rapport que nous avons aux réseaux sociaux? Alors là, j'aimerais être naïve et dire que ça nous apportera plus de bien qu'autre chose. Quand je vois la tournure actuelle, si rien ne change, eh bien, on a fait référence à certains ouvrages, certains livres, certains films. Euh, je ne sais pas si ces auteurs ou réalisateurs étaient visionnaires, mais ça n'est pas rassurant. Pour moi, ça n'est pas rassurant parce que, encore une fois, notre capacité d'attention est en train de diminuer drastiquement. J'ai lu un auteur qui s'appelle Bruno Patino qui a écrit La civilisation du poisson rouge et qui dit aujourd'hui que notre capacité d'attention est similaire à celle d'un poisson rouge. Donc aujourd'hui d'ailleurs, la norme, entre guillemets, des musiques, c'est un titre musical, c'est 3 minutes. Et bien maintenant, ça va être 2 minutes. On tire toujours vers le bas parce que notre capacité d'attention diminue. Donc, honnêtement, je ne suis pas rassurée, à condition qu'il y ait de vraies grosses prises de conscience et des choses qui soient mises en place. D'accord. Et comment les interactions sociales en ligne, elles diffèrent-elles des interactions en personne et quelle implication cela a-t-il sur notre bien-être émotionnel? Nous sommes des êtres d'émotion et nous sommes des êtres sociaux. Donc, la communication, ce n'est pas uniquement s'écrire ou se parler. Les mots dans la communication, ça ne représente que 7%. L'intonation, ce qu'on appelle le paraverbal, prend bien plus de place. Et la gestuelle, donc le non-verbal, encore plus. Donc quand on se voit, quand on est présent les uns avec les autres, on communique complètement. Quand on est derrière un écran, non. Donc plus vous allez être en vraie communication, quand je dis en vraie communication, c'est les yeux dans les yeux, mais c'est observer vos mimiques. On ne se rend pas compte à quel point on parle avec le corps. Ouais, c'est Et vrai. vous pourrez, là, vous souriez parce que je fais des gestes avec mes mains. Et effectivement, c'est ça. Donc, passez un maximum de temps à être en connexion avec les gens qui vous entourent. Aller chercher ces connexions humaines, pas numériques bien sûr, humaines, les yeux dans les yeux. Parce que plus vous allez rester derrière votre écran et plus vous allez nourrir ce comportement. Merci. On va passer à la dernière question qui est prévue. Donc, selon vous, vaut-il mieux valoriser l'authenticité sur les réseaux sociaux ou bien privilégier les choses qui sont plutôt bien faites et montrer que le positif? Alors, j'aurais une réponse vraiment simple en lien avec cette question. C'est quand on montre quelque chose de positif, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'on a une belle vie? Et pourquoi on cherche à montrer qu'on a une belle vie? Se mettre en valeur. Se mettre en valeur, Pour être reconnu? être connu. Faire envier des choses et avoir avoir un rêve, par exemple, de ce qu'on peut voir. Oui.
Mais est-ce que ça, c'est la réalité? On ne montre qu'une partie de soi, qu'une partie de nous. Et si on la montre, c'est aussi parce qu'on a des choses à cacher. Et une partie beaucoup plus, alors sans dire sombre, c'est juste la vie de tous les jours, quoi. On n'est pas que heureux. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc pourquoi on serait authentique sur les réseaux? Pourquoi on dirait euh, ça va et là ça va pas? Parce que du coup, si je dis que ça va pas, eh ben je vais pas créer l'envie en face. Peut-être que l'autre en face, il va se dire ah bah dis donc, c'est un humain comme les autres, il est comme moi. Ok, ça c'est positif. Mais celui qui fait le post, il a aucun intérêt à dire je vais pas bien, ou alors c'est vraiment qu'il est en recherche d'être même peut-être secouru, aidé, et là c'est un autre sujet. Mais concrètement, pardon, mais c'est du fake. Si on montre uniquement la partie qui va bien, la partie positive, c'est du fake. Et si on montre l'autre côté, bah c'est que il y a sûrement des questions à se poser. Pourquoi, qui ici montre ce qui ne va pas sur les réseaux? Personne, enfin, je Ouais, pense, Hmm. parce que je pense que ça nous met pas en valeur, et ce qui nous met pas en valeur, on le ouais, cache en quelque sorte, parce que ça a aussi un petit, une sorte d'ego qui sort en nous, qui me dit, bah voilà, je vais pas montrer ce qui ne va pas, parce que bah les gens, on peut se dire aussi que les gens, d'une part, n'ont pas mm, besoin de savoir nos problèmes, etc. ouais, Mais est-ce qu'ils ont besoin de savoir ce qui va bien? Non plus, qu'un voile caché en quelque sorte, c'est qu'une vision fantôme. C'est ça. Et si tu montres ce qui va bien, du coup, en face, on va envier une partie de ta vie, quelque chose de très partiel, euh, mais ça n'est pas ta vraie réalité. Ça n'est qu'une partie. Donc tout ça pour dire que dès lors que vous postez un morceau de votre vie sur les réseaux, c'est que ça vous parle de vous. C'est que posez-vous la question pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que si je suis bien dans ma vie, si je me sens équilibrée, eh ben, je garde ma vie pour moi, j'ai pas forcément besoin de l'exposer aux autres. Ou en tout cas, pas de façon massive. Vous pouvez sélectionner deux, trois personnes avec qui vous avez envie de communiquer, mais l'étaler à tout le monde, juste, ça, la question c'est pourquoi? Interrogez-vous. Interrogez-vous. Encore une fois, vous êtes tous différents et vous avez tous des ressources. Vous êtes tous humains, donc vous avez des émotions, vous passez des moments difficiles, vous passez des moments agréables, et c'est juste la vie. Ce qu'on voit sur les réseaux, ça n'est qu'une une partie hyper tronquée. On n'a pas parlé des filtres, mais ça, c'est aussi un aspect. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, notamment, vont chez le chirurgien esthétique à 18 ans avec une photo d'Insta filtrée en disant je veux ce visage, je veux ce nez, je veux ces pommettes. Ce qu'on appelle la dysmorphie de profil. Ce sont vraiment des choses aujourd'hui qui existent en lien avec ce paraître. Donc je ne sais pas si les points positifs en sont véritablement. Alors, merci. Vous n'avez pas d'autres questions? non. Non, c'est hier. Est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez aimé qu'on vous pose, ou bien avez-vous un message à nous faire passer comme mot de fin? Alors, bon, les questions, on a pas mal échangé pendant l'interview. Il n'y en a pas qui me viennent comme ça. Par contre, oui, un message à vous faire passer. Alors, j'en ai fait passer aussi quelques-uns, j'espère du moins. Euh, c'est vous dire, je ne suis pas un nombre de réactions. Je ne me définis pas par ce que les réseaux sociaux disent ou pas de moi. Les réseaux sociaux sont un monde qui est bâti sur l'illusion d'une pseudo-perfection. Personne n'est l'image de ce qu'il veut montrer. Si je me sens équilibrée, je n'ai rien à montrer ni à prouver aux autres. C'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez. Voilà, D'accord. Merci. Super, merci Merci. beaucoup. avec plaisir. Alors, je crois qu'on peut s'arrêter là. On est à plus d'une heure d'enregistrement. C'est la plus longue interview parmi les quatre, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, Ouais. effectivement. Donc, c'est aussi peut-être la dernière parce que les ACF se finissent dans peu de temps. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve sur Instagram, inspireo.acf pour des prochains posts. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir.